père s'appelle Demba Koïta, né de Katifal et d'Amadi Koïta, et venant du Sénégal. Mon père est né en 1897 et il est venu faire la guerre 14-18 dès le début, ce qui lui faisait donc 16 ans et demi. Ce que je ressens, mon père a toujours été un bonhomme extraordinaire. Donc, il est mort trop tôt aussi, parce qu'il n'avait que... Je suis 5 ans l'aîné de mon père, si je puis dire, parce que j'en ai 69 et lui, il est mort à 64 ans. Tous les gens qui ont fait la guerre, ils ne peuvent pas dire que c'est quelque chose de très beau. Hein. Je pense qu'il y avait une certaine pudeur aussi, hein, parce que mon père était musulman et à ce moment, les hommes gardent beaucoup de choses en eux, hein, sans obligatoirement s'exprimer sur tout ce qui est... Et même s'il s'exprime avec son propre fils, c'est beaucoup de subtilité, c'est très discret. Et mon Dieu, il a fait... non pas son devoir. Il a combattu loyalement, quoi. Son devoir à 16 ans et demi, on ne sait pas trop. Je crois que c'était pour lui surtout, dès le départ, quand il est parti, une aventure. Maintenant, par la suite, c'était une sérieuse aventure, ça je n'en doute pas. La guerre, on en parle peu entre père et fils. Ceux qui en reviennent préfèrent souvent le silence et l'oubli. Et si le père de Jean-Pierre Koïta est ainsi pris dans la tourmente de l'histoire, c'est que pour la première fois en 1914, les Français côtoient leurs colonisés. Ici même, en métropole, poilus et soldats coloniaux deviennent un temps frères d'armes. C'est donc la guerre qui les réunit, sur tous les fronts, comme ici en Champagne, où on les imagine affrontant côte à côte la violence qui s'abat sur ces terres paisibles. Certes, il y avait bien des raisons de se battre, mais pouvait-on imaginer alors l'invraisemblable souffrance qu'allaient entraîner ces combats ? Dès le premier jour de la bataille de la Marne, Joffre demande à ses soldats le sacrifice suprême, comme si les états-majors avaient décidé cet immense suicide collectif qu'est la guerre, au nom du sacrifice sur l'autel de la victoire. La première bataille de la Marne se déroule du 6 au 13 septembre de l'Ourcq au marais de Saint-Gon. Il suffit de quelques jours pour en finir avec toute illusion. La guerre ne sera ni courte, ni nécessairement victorieuse. En cet automne 1914, on n'en mesure encore ni la durée, ni la violence. La guerre a besoin de soldats. On ira donc les chercher en partie au cœur de cette ancienne Afrique occidentale française où la levée d'hommes est loin d'être une pratique nouvelle. Dès qu'on met sur pied les tireurs sénégalais au milieu du 19e, on commence à beaucoup les voir représentés dans la presse, ne serait-ce que parce que ce sont les bras armés de la conquête coloniale. Donc, aux côtés du blanc, la présence de tirailleurs est importante d'abord parce qu'elle légitime l'action du blanc, elle prouve qu'il n'est pas tout seul, et puis en même temps, elle soutient aussi cet effort de pénétration. Très curieusement, physiquement sur les gravures, il y a à la fois le blanc qui s'avance avec un coupe-coupe, qui défriche, et puis derrière lui, les Africains qui ont un fusil à la main, ou d'autres qui portent, comme s'il y avait une sorte d'accord dans le fait de pénétrer de plus en plus loin au cœur des ténèbres. Mais la geste coloniale laisse place à d'autres formes de recrutement, plus organisées et plus intensifs. On ne recrute plus pour le défilé du 14 juillet 1913 qu'applaudit la foule parisienne, mais pour le front. Et les méthodes de recrutement allant jusqu'à la contrainte entraînent alors un certain nombre de réactions. La première réaction, ce sont des manifestations de loyalisme envers la France, des engagements volontaires, je viens de le dire, mais les premières réactions négatives, c'est la fuite.
Quand les commissions de recrutement se présentent, les jeunes gens s'enfuient. Ou même les femmes se regroupent et manifestent leur hostilité par des pleurs, par des chants de départ, parce qu'on considère qu'un homme qui part, ou un jeune homme qui part, est un jeune homme perdu, et que très rapidement, on estime qu'il ne reviendra jamais. Et puis, en début de 1915, les choses tournent mal. Dans une région de l'actuel Mali, qui s'appelait le Bélédougou, on assiste à une première révolte. La chose est d'autant plus paradoxale que c'était un vrai réservoir de soldats qui, traditionnellement, entre guillemets, le mot traditionnellement, disons anciennement, fournissait pas mal de soldats à l'armée coloniale. Et puis, par la suite, à partir de l'automne 1915, les choses tournent encore plus mal et une grande révolte, une immense révolte va frapper tout l'est du Mali actuel et l'ouest du Burkina Faso actuel, qu'on appelait à l'époque pas encore la Haute-Volta, mais qui deviendra la Haute-Volta en 1919. L'un des plus ardents défenseurs de la levée d'Africains est le colonel Charles Mangin, l'homme de la campagne du Soudan, originaire de la ville de Sarrebourg. En 1910, il publie un livre manifeste, La Force Noire. Mangin y développe l'idée selon laquelle l'apport de milliers de soldats africains pourrait pallier au déficit démographique de la France et jouer un rôle décisif dans l'affrontement qui s'annonce. Dès 1914, les premiers contingents arrivent. L'appel à l'Afrique est donc intimement lié à la question des effectifs, surtout à partir du printemps 1915 et des premiers échecs de la France en Artois et en Champagne. Pour Mangin et une partie du lobby militaire, la solution est bel et bien dans les ressources humaines de l'Empire. Excepté une interruption en 1917, les recrutements s'échelonnent pendant toute la durée de la guerre et concernent quelques 134 000 Africains. Les premiers soldats qui arrivent sont de deux sortes, soit des jeunes conscrits, soit des soldats de métier. Et là, il y a une énorme différence, parce qu'on a pu dire par la suite que ces soldats étaient de la chair à canon, étaient ou bien des mercenaires, ou bien des soldats banania. Toutes sortes de qualificatifs ont été attribués à ces soldats. En fait, il y a deux sortes de soldats. Des soldats qui étaient déjà habitués au métier militaire, qui avaient été recrutés avant la guerre et qui venaient par exemple du Maroc. Parce qu'on a remplacé les troupes qui se trouvaient au Maroc par des troupes qui étaient nouvellement recrutées en Afrique. Et ceux qui étaient au Maroc, français blancs si j'ose dire, et français soldats noirs, ont été envoyés en France, mais ils étaient déjà formés. Ils avaient été, comme on dit dans le vocabulaire militaire, dressés. C'est le mot qu'on emploie. Les autres étaient de simples conscrits, autrement dit des pauvres paysans qu'on avait recrutés plus ou moins de force et qu'on envoie sur le front en France. Dès les premiers mois de la guerre, on va mettre en avant le fait que les troupes allemandes violent, brûlent, pillent. Ce sont vraiment des barbares. Et je veux dire, la guerre, elle est tellement dévastatrice qu'évidemment, il faut une propagande inouïe pour mobiliser les hommes, surtout après les premiers mois de la guerre qui sont assez pénibles pour la France et pour l'armée française. Le grand affrontement franco-allemand de 1914 à 1945 tourne autour de l'affrontement entre barbarie contre civilisation. En 1914, les Français ont crié au crime contre la civilisation en affirmant que les Allemands étaient des barbares, qu'ils représentaient le camp de la force, de l'injustice, et que eux, les Français, représentaient le camp du droit, de la justice, de la morale. Et comme symbole de cette guerre des civilisations, comme symbole de cette France, eh bien les tirailleurs, évidemment, les tirailleurs sénégalais, eux, symbolisent cette fraternité, ce bien-être, ce bonheur, cette modernité qu'a apporté la France à l'Afrique. Ce sont un peu les bons élèves, ce sont les repères, ce sont les bonnes notes de la colonisation, les tirailleurs. Eh bien, ce sont eux qu'on va mettre en avant dans la propagande pour les opposer à la barbarie allemande.
Jusqu'en 1915, il n'y a pas vraiment d'entraînement. Puis en 16, on a décidé d'en envoyer dans le Midi, dans des camps d'entraînement, qui sont les grands camps, d'énormes camps à Fréjus-Saint-Raphaël. Donc l'entraînement a commencé seulement, la manière de se défendre a commencé seulement en 1916, de se défendre ou de faire l'assaut. Alors il y a un problème, un vrai mythe, c'est le soldat nettoyeur de tranchées. C'est vrai que de nombreuses photos montrent le soldat équipé du coupe-coupe. Et c'est vrai qu'il y avait un entraînement avec le coupe-coupe, plutôt qu'avec la baïonnette. Mais il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, les combats à la baïonnette ont été relativement rares. C'est pas pareil de faire des redzous en Afrique et de taper sur les bonhommes que de se battre ici. C'est pas la même guerre. C'est une guerre technologique, là. C'est les canons, c'est les obus, c'est pas du tout la guerre. Faut pas la guerre au sabre ou au mousquet. Hein. C'est pas. Je crois que c'est une guerre auquel ces troupes n'étaient pas préparées. Ça, c'est clair. Mais pas plus leur encadrement qu'eux. On a pu observer dans des combats de 1916 au moment de Verdun que certains jeunes soldats totalement ignorants lançaient des grenades et puis se précipitaient pour voir ce que ça faisait dans les trous de grenades. Ils se faisaient massacrer par les mitrailleuses allemandes. Jusqu'à 1917, on les a dispersés un peu n'importe comment, soit en compagnie, soit plutôt en bataillon. Et puis juste pendant toute la guerre, finalement, la doctrine, si tant est qu'il y a eu une doctrine, c'était plutôt une espèce de panachage entre deux bataillons noirs, un bataillon blanc, ou inversement, le tout constituant des régiments qu'on appelait des régiments de marche. Mais il n'y a jamais eu un emploi en division noire. Alors on nous dit que les troupes noires, tout de même, il ne faut pas croire qu'ils sont si gentils que ça, sont des troupes de choc et de premier ordre, sur tous les champs de bataille. Elles ont été surtout utilisées en France, mais aussi sur le front d'Orient, avec les troupes qui étaient à Salonique. Alors ils nous disent que les troupes noires, ça c'était le commentaire qu'on avait de l'époque, ont de précieuses qualités. La fidélité au drapeau, le dévouement absolu à leur chef et la bravoure. Et alors, ce qui est surtout, on appuie surtout, c'est la fidélité au drapeau, puisque ce sont des enfants de la Grande France, et le dévouement à leur chef. Donc là, on est déjà passé du sauvage au bon soldat. Ce bon soldat dont il est dit en permanence qu'il est très facile à amuser, qu'il est très facile à commander, à condition qu'on soit ferme. Et donc là, on trouve en fait la description du rapport qu'on a à l'enfance. Hein, c'est-à-dire que ce tirailleur commence à s'enfermer dans ce stéréotype qui, je crois, ne quittera plus les Africains et encore jusqu'à aujourd'hui, dans cette idée d'un grand enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore atteint le stade ultime de l'homme occidental. C'est un enfant, un grand enfant. Et que d'ailleurs la République va constamment appeler ses enfants ou ses fils. C'est intéressant de voir combien, jusqu'à une date récente encore, on utilisait le terme enfant pour parler de tous les membres de l'ancien empire colonial. En 1915, sort une affiche qui depuis est devenue, je crois, la troisième icône la plus connue dans l'histoire de la publicité, c'est Yabon Banania. Donc ce tirailleur, hilar, souriant, avec sa caisse de Banania, et qui va donc à la fois emblématiser la grandeur de la geste impériale, le Yabon, le bon enfant. C'est à la fois un sujet d'attirance, c'est un appel publicitaire, en même temps que c'est un rejet. Pendant toute la guerre de 14, il y a une production iconographique énorme. J'ai pu comparer la production iconographique au sujet des Maghrébins, au sujet des Indochinois, au sujet des Africains. Celle des Africains représente, je dirais, 60 à 70%. Celle des Maghrébins, peut-être 15%, et celle des Indochinois, le reste. Donc il y a une surreprésentation du tirailleur sénégalais. Une surreprésentation qui est loin de rendre compte des relations entre soldats et de leur ignorance mutuelle, comme en témoigne cet extrait de lettre, écrite par un lieutenant à sa mère. Un bicot fumait la cigarette, ce qui n'est pas indiqué pour une relève de nuit, effectivement. Son sergent, n'espérant pas lui faire comprendre son erreur, veut lui enlever la cigarette du bec. Le bicot happe le doigt du sergent et le mord jusqu'au sang. Le sergent gueule. Le lieutenant s'amène et use de la matraque. Il tape sur le nègre. Puis il se fatigue, appelle l'adjudant.
et lui dit de continuer. L'adjudant amène le Bicot dans un coin et tape. Et le lieutenant dit à sa mère: « Combien je me félicite de n'avoir pas employé les mêmes méthodes de commandement. Mais je crois qu'il ne peut y en avoir d'autres avec les Bicots. » La bataille de Verdun est ancrée dans nos mémoires. Une bataille qui n'a pas d'équivalent dans la Grande Guerre. Pour celui qui n'a pas eu l'expérience directe de la violence guerrière, une interrogation demeure. Comment les hommes ont-ils pu endurer l'enfer que fut Verdun? Ce fut un siège de plusieurs mois, mené aux abords de la Meuse. Un siège dont la finalité a été l'anéantissement de toute vie. 700 000 hommes tombent dans les champs, les bois, les landes. Par décret du 5 août 1915, Joffre, qui ne croit pas à une attaque sur Verdun, fait désarmer les forts de la région. Celui de Douaumont est pris par les Allemands le 21 février 1916. Sans combat. C'est ainsi que naît ce que l'on appellera le scandale de Douaumont. Conçu pour 800 soldats, le fort en abrite plus de 3000. Les conditions de vie des hommes sont dramatiques. L'eau manque. La puanteur du lieu donne la nausée. Les combats sont d'une rare intensité. Cette croix marque la sépulture de 700 Allemands tombés dans le fort. Les hommes qui montent vers les premières lignes savent qu'ils n'en reviendront pas. Tout recul est sanctionné. La consigne de l'état-major, se faire tuer sur place. Face à la puissance de feu allemande, les Français répondent par la résistance de leur infanterie. Coupés de leurs bataillons et de leurs arrières, les soldats s'enterrent et n'ont d'autre choix que de se battre. Il faudra attendre le 24 octobre 1916 pour que les troupes coloniales intégrées à la 5e division de Mangin reprennent définitivement le fort. On relate que ce fut dans un magnifique élan, mais au prix de terribles pertes. Il ne reste plus que quelques hommes dans les bataillons de tirailleurs sénégalais, malgaches et somalis. Symbole de la résistance française face à l'agression allemande, Verdun sonne comme une victoire. Mais une victoire qui ne modifie en rien la nature de la guerre. Elle ne se terminera qu'en 1918 avec la prise de Saint-Mihiel par les troupes franco-américaines. Et cette terre de Verdun porte encore la trace de ces milliers d'obus tombés sur ces villages entièrement rayés de la carte. Comme le village de Fleury, dont il ne reste que ses crevasses. Ou encore celui d'Orne et ses piliers d'église, dressés dans le silence. Certes, les Allemands ne sont pas passés. Le déroulement de la bataille de Verdun aggrave les tensions entre les milieux politiques et les états-majors militaires. Il aura fallu 200 000 hommes pour reprendre le fort de Douaumont. Et ce qui devient l'affaire de Douaumont entraîne la destitution des uns et la nomination des autres. Mangin reçoit les félicitations de Joffre et les éloges d'une presse qui célèbre en lui le sauveur de Douaumont. S'il est un exemple de l'absurdité de la guerre, c'est bien celui de la butte de Vauquois, du nom d'un petit village situé sur un site stratégique permettant l'accès à Verdun. Après les premiers grands assauts qui ont débuté en février 1915, il ne reste plus rien du village et de ses 160 habitants. À la suite de ces combats, les adversaires consolident leurs tranchées, creusent des boyaux, aménagent des abris. La colline, perforée de toutes parts, forme une véritable cité souterraine. Les hommes vivent et combattent là, avec l'angoisse de l'explosion souterraine ou des gaz qui envahissent les galeries. Les troupes coloniales ne participent que très peu à cette guerre des mines.
juste lors des assauts de 1915. Ensuite, les hommes se relaient. Quelques 2000 hommes, français et allemands, vivent une véritable vie de taupe, avec pour seul objectif faire sauter l'ennemi, distant à peine de quelques dizaines de mètres. Cette lutte menée sous terre ne fait guère avancer les positions de chacun des adversaires. Le front est resté obstinément fixé au milieu de la butte. Ce sont donc 3 longues années absurdes et meurtrières pour une conquête qui finit par perdre tout intérêt stratégique. L'année 1917 coûte dès les premiers jours de l'offensive du chemin des Dames 30 000 morts et 54 000 blessés côté français. Cette année sera particulièrement désastreuse pour les troupes coloniales qui y ont été massivement engagées. Le 16 avril, l'attaque a lieu. Le centre de l'attaque, ce sont les troupes de Mangin. Cette attaque se déroule par un temps épouvantable. La préparation d'artillerie s'était faite pendant toute la nuit par une préparation énorme de milliers de canons. Mais les Allemands étaient au courant. Ils avaient reculé, pour l'essentiel, sur 50 km. Et ils avaient laissé dans ce qu'on appelle les creutes, c'est-à-dire le chemin des Dames, c'est-à-dire les falaises et les grottes du chemin des Dames, des nids de mitrailleuses qui n'avaient pas été détruits par l'artillerie. Lorsque les troupes attaquent le 16 au matin, sur l'ensemble du front, elles doivent franchir d'abord cette rivière boueuse et il neige, enfin disons un temps mélangeant grêle, neige et pluie. Il fait un froid épouvantable donc, et ils étaient chargés de faire, je crois, 100 mètres avec le barda sur le dos, 100 mètres en avant toutes les 3 minutes. Immédiatement, l'attaque est bloquée par les nids de mitrailleuses allemandes et les soldats sont fauchés. Pour avoir lu certains journaux de marche des bataillons, je n'ai pu être absolument épouvanté et plus qu'ému à en pleurer par certains passages où, dans le journal de marche, le secrétaire raconte après que les soldats noirs étaient tellement paralysés par le froid et l'effroi qu'ils ne pouvaient même plus manipuler leurs armes et que c'était des soldats blancs à côté d'eux qui les aidaient à les manipuler. Il arrive que ces combattants anonymes retrouvent le chemin de notre mémoire à travers les mots. Quoi de plus émouvant que ceux du poète Léopold Sédar Senghor qui s'adressent ainsi ? Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude, couchés sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? Ah, ne dites pas que je n'aime pas la France. Je ne suis pas la France, je le sais. Je sais que ce peuple de feu, chaque fois qu'il a libéré ses mains, a écrit la fraternité sur la première page de ses monuments. Qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang ? L'attaque reprend au mois de mai, toujours sous les ordres de Nivelle, et elle échoue à nouveau. Et c'est à ce moment-là que le bruit court, que Mangin a fait massacrer ses troupes. À vrai dire, la responsabilité, elle est où ? Oui, Mangin aurait dû penser quand même que faire attaquer, enfin c'est mon avis, aurait fait attaquer des hommes dans de telles conditions, c'était les faire massacrer à coup sûr. Mais en même temps, le plan Nivelle était, quand on y repense aujourd'hui, d'une telle absurdité que la vraie responsabilité, c'était quand même celui qui a conçu l'ensemble de l'attaque, l'offensive, c'est-à-dire Nivelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nivelle a commencé par dire « c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Mangin ». Alors, immédiatement, on a accusé Mangin d'être le bourreau des Noirs, et c'est venu de la gauche de l'époque, c'est-à-dire du journal L'Humanité, qui a dit le vrai responsable, celui qui a fait massacrer 6000 hommes, c'est le général Mangin.
En 1918, on va recruter à nouveau 60 000 hommes, mais sous l'autorité, en somme, d'un commissaire de la République nommé par le chef du gouvernement, qui à l'époque était Clémenceau, qui disait « je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre ». Et ce commissaire de la République est un noir. C'est le fameux député Blaise Diagne, qui est député depuis 1914 et qui jouit d'une véritable audience en Afrique comme en France, qui est un personnage très intéressant, très lié à certains milieux politiques français, franc-maçon notoire, et qui arrive en Afrique avec les honneurs d'un gouverneur général, même plus. Ce qui est important dans la tournée de Blaise Diagne, c'est qu'il a laissé entendre, d'une manière ou d'une autre, enfin on n'a pas d'enregistrement évidemment précis des discours qu'il a pu faire dans toutes les grandes villes d'Afrique de l'Ouest, mais il a laissé entendre que les Africains pourraient accéder à la citoyenneté pleine et entière, à la citoyenneté française, au même titre que les Français de la métropole, puisque les Africains sont sujets, n'est-ce pas, de l'Empire. Hein. Ils sont régis par le code de l'indigénat. Ils n'ont pas l'égalité avec les citoyennetés français, avec les citoyens français, pardon. Et donc Blaise Diagne a laissé entendre que la citoyenneté pleine et entière serait accordée aux Africains en échange de leur participation à la guerre du droit. Alors Blaise Diagne parcourt l'Afrique occidentale comme un véritable, si j'ose dire entre guillemets, roi nègre, un prince, et en même temps un prince de la République. Le programme de Blaise Diagne est un programme très sage, si on peut dire, enfin vu avec un regard d'aujourd'hui, peut-être aussi, hein, tout de même, mais même avec le regard de l'époque, c'est un programme très assimilationniste, c'est-à-dire qui fait sien le discours de la colonisation, le discours officiel, le discours humaniste, le discours universaliste qui puise en partie dans les idéaux de la Révolution française, avec beaucoup d'hypocrisie, n'est-ce pas? Mais tout de même, ce discours qui veut faire des Africains et de tous les colonisés des Français comme les autres, des Français de couleurs différentes, mais si on veut, mais des Français à part entière, et qui donc comptent sur l'école française pour inculquer les valeurs de la France républicaine, eh bien, c'est un discours très assimilationniste donc que Blaise Diagne a mis en avant et auquel il croyait sans doute très, très fortement. Au mois d'avril-mai 1918, les Allemands étaient tout près de gagner la guerre. Ils étaient tout près de Paris. Et puis brusquement, ils infléchissent comme en 14, et il s'est trouvé que la bataille est déplacée sur Reims. Et Reims est au cœur de la grande bataille de 18, avant la contre-offensive qui a lieu sur Villers-Cotterêts, et la grande contre-offensive qui mènera à la victoire. De nouveaux recrutements pour une guerre qui semble ne jamais finir. La Champagne se trouve aux prises avec une seconde bataille de la Marne. Dans la nuit du 27 mai 1918, les Allemands déclenchent une offensive contre la ville de Reims. Face à l'ennemi, le premier corps d'armée colonial, renforcé par des bataillons sénégalais et algériens, participe à la défense du fort de la Pompelle. Le fort est la dernière limite des lignes françaises, on le voit très bien sur cette carte. Nous avons le fort de la Pompelle ici. Tout ce qui est en rouge, donc, ce sont les troupes françaises qui sont ici. Et tout ce qui est en bleu, à partir vraiment des limites du fort, ce sont les troupes allemandes. Alors, il reprend de l'importance tout simplement parce qu'il se trouve sur un compartiment de terrain relativement élevé qui va intéresser l'Allemand puisque ça lui fait un poste d'observation d'artillerie, entre autres, très important. Voilà pourquoi, d'un seul coup, il nous faut le reprendre et ils vont se battre ensuite 4 ans pour le récupérer. Les fossés vont être utilisés par les soldats qui vont y creuser des sapes, des souterrains en fait, une sorte de cave sous les structures qui vont permettre de regrouper sur le site même l'effectif de 1500 à 2000 soldats. Les troupes coloniales résistent avec acharnement mais font retraite vers les faubourgs de Reims où elles s'enterrent dans les tranchées.
À la mi-juillet, le 32e bataillon de tirailleurs sénégalais parvient à enfoncer les lignes ennemies. Les Sénégalais sont dans la montagne de Reims et les pertes, ils ont une conduite absolument héroïque, mais vraiment héroïque. Et les pertes sont énormes. Il m'est arrivé de voir dans le journal de marche que ça s'interrompt complètement parce qu'un bataillon a entièrement disparu, mais entièrement. Plutôt que le combat à l'arme blanche, ce qui est le plus craint tout au long de la guerre, c'est l'écrasement par l'artillerie, l'écrasement des hommes par l'artillerie. Et ces hommes ont dû subir des bombardements effroyables dans leur position et tenir la montagne de Reims, ce qui a permis de sauver Reims. La défense de Reims est enfin assurée. La presse annonce la victoire tandis que la propagande de l'ennemi se déchaîne contre ces nègres que l'on sacrifie, ajoutant « La défense de Reims ne coûte aucune goutte de sang français ». En guise de reconnaissance envers les troupes coloniales, la ville fait édifier un monument. Le monument aux Noirs, dont une réplique existe encore aujourd'hui à Bamako, au Mali. Le monument est inauguré le 14 juillet 1924 en présence d'Édouard Daladier, ministre des colonies. Et la presse de l'époque célèbre avec emphase ces statues d'ébène et de bronze, ces corps souples et puissants, ces cœurs loyaux et indomptables qui ont écrit avec leur beau sang rouge des pages de gloire inestimables face à cette montagne de Reims inviolée. Le monument sera détruit par les Allemands en 1940. Une nouvelle stèle le remplace, inaugurée en 1963 en présence du général Massu. On la préférera, selon les termes officiels, décorative et plus discrète que la précédente. Pendant que la capitale fête l'armistice, le moment est venu de dénombrer les pertes. Il y a eu à peu près un soldat sur 5, 30 000 soldats qui ne sont pas rentrés. C'est un chiffre effrayant. Cette proportion de 22% à peu près, d'abord elle indigne bien sûr. Au premier abord, elle semble confirmer l'idée que les Africains n'ont été que de la chair à canon. Encore une fois, je ne juge pas du point de vue moral, bien entendu, je suis de ceux qui estiment qu'on n'avait pas envoyé ces gens combattre pour une cause qui les concernait absolument pas. Bon, si on laisse ça à part, 22%, c'est à peu près le même chiffre, le même pourcentage que leurs compagnons, leurs malheureux compagnons fantassins français. Mais j'ajoute autre chose, que presque la moitié de ces hommes sont morts de maladie. De ces Africains sont morts de maladie. Beaucoup de Français sont également morts de maladies pulmonaires, mais les Africains plus que les autres, parce qu'il faut imaginer que ces jeunes gens sont arrivés sans aucune préparation physique au choc climatique et aux maladies européennes, en particulier la tuberculose. Et que même ils ont ramené la tuberculose en Afrique. 11 novembre 1918, c'est la défaite de l'Allemagne et la France décide d'occuper la Rhénanie, une occupation prévue pour 15 ans à titre de gage d'exécution du traité de Versailles. La France envoie donc des troupes d'occupation en Rhénanie, à peu près 95 000 hommes, et sur ces 95 000 hommes, 20 000 soldats coloniaux, principalement des Nord-Africains pour 15 000, et puis des Sénégalais et des Malgaches. Imaginez, non seulement leur sort est injuste, mais en plus, on les fait occuper par des nègres, par des Schwartz, des Noirs. Et là, c'est l'humiliation totale, et les courants, je dirais, extrémistes allemands, tous ceux qui rejettent la présence française, tous ceux qui estiment que l'Allemagne doit se servir de cette défaite pour rebondir, tous les courants d'extrême droite dans lesquels les nazis sont, enfin les futurs nationaux socialistes sont en train de puiser leurs forces, évidemment, vont se servir de cette présence noire d'une façon extraordinaire, à travers une campagne qu'ils vont intituler la Honte Noire. La Honte Noire, die Schwarze Schmach ou die Schwarze Schande, désigne la campagne de haine raciale
que les nationalistes allemands ont lancée contre les troupes coloniales françaises. Il s'agit d'une campagne qui repose principalement sur l'idée de la bestialité sexuelle des coloniaux. C'est-à-dire que les soldats coloniaux, principalement accusés, sont les Sénégalais, les Noirs, mais également les Nord-Africains, qui sont aussi considérés comme des troupes de couleur, comme des Noirs par les Allemands. Ces troupes coloniales sont donc accusées de crimes sexuels particulièrement atroces, de viols, de bestialité sexuelle sur des enfants, des vieillards, y compris des jeunes hommes. Ils se tapissent dans les fourrés attendant le soir et surgissent tels des bêtes fauves, puis même sucent le sang, si on en croit certains journaux, sucent le sang de leurs victimes. Donc c'est une campagne très dure, très violente, avec des termes très violents, comme hyène noire pour désigner ces soldats, chien noir, homme singe. Donc une campagne qui dénie toute humanité à ces soldats coloniaux qui occupent la Rhénanie à partir de 1919. Cette propagande s'adresse aux Anglais, aux ex-neutres comme les Hollandais, aux Suisses et aux Américains, surtout aux Américains, de façon à les persuader que la France est en train de livrer l'Allemagne à une espèce d'abattardissement de sang nègre. Derrière ce racisme très fort, très virulent qui existe en Allemagne envers les troupes coloniales, il y a une idée politique, c'est nuire à la diplomatie française, et c'est de dire que ce sont les Français qui sont les vrais coupables, et ce sont les Allemands qui sont les victimes, ce sont les Français qui sont les vrais coupables, et des Français qui veulent humilier les Allemands. La France est une nation haineuse, revancharde, qui veut prendre sa revanche en utilisant les femmes, en condamnant et en châtiant les Allemands par leurs femmes et en essayant de métisser la race allemande, en essayant de lui insuffler un certain nombre de maladies comme le choléra, la peste ou encore certaines maladies plus exotiques comme la lèpre ou la maladie du sommeil que sont censés porter les soldats coloniaux, en plus de la syphilis bien sûr, car on lit dans la presse nationaliste de l'époque que tous les Noirs sont syphilisés. Et puis après tout, c'est bien normal, disent les nationalistes allemands, que les porteurs de civilisation française soient aussi les porteurs de syphilisation. Alors, face à une intense campagne menée aussi bien en Allemagne qu'au niveau international, aux États-Unis ou en Angleterre, la France avait deux choix. Retirer ses troupes coloniales pour que la campagne s'apaise, pour qu'on n'entende plus parler, ou bien affirmer hautement que tous les hommes sont égaux, que l'universalité est la règle en ce qui concerne le genre humain, et défendre ces troupes coloniales et nier absolument toutes les allégations qui sont imputées aux troupes coloniales. En fait, la France va faire l'un et l'autre. Elle va considérer que cette campagne nationaliste est un mensonge, mais en même temps, elle va retirer peu à peu, presque honteusement, ces troupes coloniales. D'abord les Sénégalais dès juin 1920, puis les Malgaches en octobre-novembre 1921, enfin les Antillais, car il restait encore 200 Noirs dans l'armée française, des Antillais, qui étaient des citoyens français, on les retire en janvier 1923. Et à partir de 1924-1925, ce sont les tirailleurs nord-africains, marocains, algériens, tunisiens, qui étaient considérés comme des Noirs par les Allemands, qui sont retirés dans un contexte qui est à l'apaisement. Évidemment, à la fin de la guerre, on ne va pas mettre en avant le rôle joué par les tirailleurs, parce qu'on sait que finalement, il a été mineur. En revanche, ce qu'on va mettre en avant à travers la figure du héros noir, c'est ce peuple de la plus grande France. Et donc, ce qu'on met en avant en 1918, c'est le fait que la nation, n'oubliez pas cette figure tutélaire, le statut qui est à la République, ou même place de la Nation, cette espèce d'énorme femme avec des seins opulents, et à ses pieds, et ce sont les monuments qu'on retrouve de Hanoï à Dakar à l'époque, à ses pieds, tous ces enfants tendent vers elle les bras pour en recevoir les bienfaits. C'est surtout comme ça qu'il est emblématisé, le héros sénégalais. Il doit finalement remercier la France d'avoir participé à la guerre, parce que grâce à la guerre, il a aussi prouvé qu'il pouvait apporter quelque chose, et surtout, il y a gagné les mêmes droits. D'ailleurs, ce sera le discours de Blaise Diagne, en versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits. Il faut être bien conscient des trucages de la propagande. Le héros, c'est surtout un héros qui grandit la France à travers lui-même. On ne manqua pas de distribuer des promotions à certains de ces héros. Quelques-uns d'entre eux seront nommés sous-officiers ou officiers. Il était à titre temporaire. Une fois la guerre terminée, ils perdaient leur titre, enfin du moins les avantages liés au titre de lieutenant à titre temporaire.
et puis lieutenant à titre indigène. Et là, c'est tout le problème de la promotion dans l'armée française. Or, j'ai compté le nombre d'officiers sortis de la Première Guerre mondiale et qui sont devenus officiers pendant l'entre-deux-guerres. On n'en compte pas plus de 35-40, c'est-à-dire très peu de choses. Il y a la promotion d'officiers noirs, originaires donc d'Afrique noire, ne s'est faite que largement après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui étaient devenus officiers pendant la Première Guerre mondiale l'étaient par leur valeur, mais étaient souvent presque illettrés, presque analphabètes. Donc quand il s'agit de rester officier dans l'entre-deux-guerres, eh ben, ils ont bloqué au mieux lieutenant, au mieux. Mais très souvent, leur carrière s'est arrêtée assez dramatiquement pour un certain nombre d'entre eux, comme un des fils de Samori Touré qui s'est suicidé. Charles Mangin est partisan de la force noire, de la création d'une armée noire. Il était partisan avant la guerre. Les coloniaux et les colons, et l'état-major étaient assez prudents sur cette question, et la guerre avait tranché le débat. Mais le débat ressurgit en 1918 avec la victoire. Est-ce qu'on peut se passer finalement d'une armée noire, ou est-ce qu'on doit la reconduire? Et pour la reconduire, pour essayer de prendre un peu d'avance dans ce débat, Charles Mangin a exigé que l'on envoie des Noirs en Allemagne. Et de son côté, Blaise Diagne, qui est député du Sénégal, milite, lui, pour l'égalité politique, pour l'extension de la citoyenneté française à tous les coloniaux, et voit dans la conscription et dans l'armée noire en particulier le cheval de Troie des droits politiques. Ce serait une façon, la conscription, ce serait une façon finalement d'étendre la citoyenneté française. On ne peut pas demander à un Sénégalais, un tirailleur sénégalais, d'être un soldat de l'armée française, de verser son sang pour la patrie française, et en même temps lui dénier le droit d'être un citoyen français et de voter. Lorsque arrive l'armistice, et puis qu'il n'est plus question de citoyenneté, vraiment c'est quelque chose qui est tout à fait enterré, il va y avoir une radicalisation progressive des mots d'ordre des militants politiques africains sous l'effet de cette amertume. Donc il y a eu ingratitude, je pense, une certaine ingratitude, et il y a eu également difficulté de la métropole, ça c'est certain. Alors les élites ont été déçues, et il s'est formé une nouvelle génération de gens qui se sont dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, ce qu'on peut reprocher aux Français, c'est non seulement l'ingratitude, mais c'est le mépris. Au début des années 20, personne n'est pour l'indépendance. C'est un mot d'ordre qui va ensuite se faire jour, en particulier chez les militants communistes et dans les marges du mouvement communiste, des Africains qui sont proches du mouvement communiste, mais qui est venu progressivement à la suite de cette désillusion première. C'est ce que les Africains vont appeler la dette de sang. La dette de sang contractée par la France envers ses enfants africains morts pour la patrie commune. La majeure partie des soldats coloniaux sont renvoyés en Afrique. Peu sont démobilisés sur place. Un homme se détache de l'anonymat et marque cette période difficile de l'après-guerre, Lamine Senghor. Lamine Senghor, il est donc typique de ces tirailleurs qui vont, à la suite de la grande désillusion des promesses non tenues, se radicaliser et passer d'un apolitisme en 1920 à une radicalité indépendantiste dès les années 22-23. On voit que le non-respect de cette dette du sang a radicalisé des militants qui se seraient contentés, entre guillemets, d'une citoyenneté pleine et entière en 1920, alors que personne ne réclamait l'indépendance. On dit que dans ce monde où plus rien n'est à sa place, la meilleure chance de survie de ces hommes a été la fraternité, l'entraide, la fidélité. Mais derrière cette familiarité apparente, poilus et soldats coloniaux se sont-ils vraiment rencontrés? On peut considérer qu'il y a eu rencontre entre deux mondes pendant la Première Guerre mondiale. Les coloniaux, en 1914, quand ils ont été utilisés sur le terrain français, sur le terrain européen, ils ont rencontré des Français qui n'étaient pas du tout les Français qu'ils côtoyaient dans les colonies, qui étaient beaucoup plus durs avec eux, qui manifestaient beaucoup de racisme, une autorité paternelle dans le meilleur des cas, raciste dans le cas les plus courants. Et en France, ils ont connu une certaine fraternité avec les poilus, qui étaient leurs frères d'armes. Au fond, donc les gens se sont côtoyés, ils se rencontrent pas vraiment.
je pense. Alors, il y en a peut-être eu, mais moi, je n'ai pas été témoin, même par personne interposée, par document interposé, avec des rencontres où des gens se parlent vraiment. Ils se regardent, ils peuvent sourire, ils peuvent applaudir, vous voyez, ça. Bon, ils peuvent même saluer. Mais de rencontres individuelles entre une personne qui va reconnaître l'autre dans une culture, moi, j'ai pas vu ça au point de vue individuel. Sur le plan individuel, j'ai pas vu ça. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de matériaux de tirailleurs venant de tirailleurs sénégalais ou algériens. Ils n'ont pas écrit leur carnet de route, je n'en ai pas, ou j'ai pas leur correspondante écrite à leur maman. Et je pense pas qu'ils en envoyaient, puis qu'ils les voyaient pas pendant 4 ans. Et je peux pas dire, ni ce qu'ils ressentaient, ni ce qu'ils pensaient, ni comment ils voyaient cette guerre, ni rien. Je peux voir comment ils se conduisent, comment ils vivent par, on va dire, ces gens qui ont ce souci documentaire, ces combattants qui prennent des photos, ou ces combattants qui font des croquis, ou ceux qui décrivent à leurs parents ce qu'ils voient, parce que c'était très exotique. L'exotisme est souvent l'attrait principal. Cependant, il a existé parmi ces artistes combattants une volonté de saisir l'Africain dans son authenticité, une expression, un regard qui fait de ses frères d'armes les sujets d'une histoire commune. On les imagine alors, à leur place, parmi leurs pairs, au sein d'une armée réellement émancipatrice. C'est vrai que l'armée va être, pendant très longtemps, elle va s'afficher, et va même s'affirmer comme un creuset fraternel et républicain. Cette photographie s'inscrit bien dans cette vision républicaine. T'es mon copain. En même temps, elle porte, je dirais, ce qui est un peu la spécificité française, qui est le paternalisme. Elle marque aussi le fossé. Je veux dire, ce blanc qui allume cette cigarette, c'est aussi regarder. Le tirailleur fume aussi, et puis devant, il y a un vélo. Peut-être qu'un jour, il grimpera sur la bicyclette. Donc, je trouve qu'elle est évidemment formidablement intéressante parce qu'on y trouve toutes les ambiguïtés de ce discours colonial républicain. Maintenant, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Non, pas vraiment. Parce qu'ils reviennent, pour la plupart, et quand ils se sont rencontrés pendant la guerre, c'était souvent ambigu. Il y a eu 2 sortes de rencontres. Il y a eu les rencontres, je ne parle pas des rencontres au front, il y a eu une fraternité réelle, hein, mais disons à l'arrière, c'est ça qui compte. Il y a eu les rencontres avec les femmes. Il y a eu des vrais liens, enfin je pense des vraies relations. C'était avec les infirmières, les dames de la Croix-Rouge, etc. Elles se reposaient à l'arrière et avaient l'air de beaucoup aimer les dames en plus. Et là, il y a eu pas mal de relations qui ont été, je vois, des relations sexuelles, enfin, qui n'étaient pas très bien vues, sans doute, par l'état-major. Et à l'arrière, on sait qu'il a pu se passer des choses aussi de ce genre, puisqu'il y avait des blagues qui circulaient sur le front, où les soldats disaient entre eux, quand tu vas rentrer, tu auras peut-être un enfant qui a fait crème. Donc il y avait un fantasme du guerrier noir, très, très sexuel, et qui allait prendre leurs femmes et leur faire des enfants café au lait. Et puis il y a les marines de guerre. Alors ça, c'est très important, parce que l'image positive que se font les Africains de la métropole, c'est par l'intermédiaire, d'une part, de la découverte des villes, la découverte d'une certaine fraternité au front, et les marines de guerre. C'est la chose qu'ils retiendront par la suite, une espèce de... le côté maternel, oui, il faut bien... maternel de ces marines de guerre qui les soutiennent comme infirmières, comme... il y a eu des unions. Mon père a fait toute cette guerre en entier, et puis après il est resté en France. Il avait décidé d'ailleurs qu'il ne retournerait pas en Afrique, et en même temps que la France devait lui plaire, il faut croire. Et puis après il y a eu ma mère, dont il est tombé amoureux, ce qui l'a fait rester en France. C'était une rencontre merveilleuse, aussi bien pour ma mère que pour mon père. C'est quelqu'un qui a combattu donc pour
un pays qu'il a toujours considéré comme le sien, en l'occurrence la France. Et je peux dire qu'à cette époque, puis même à mon époque aussi à moi, à part de tomber sur quelques imbéciles, mais ça de toute façon ne peut rien y faire, il n'a pas eu trop à le regretter. Hein. Donc une fierté, oui. Moi j'en ai eu une certaine fierté que mon père soit venu, et que tout compte fait, peut-être aussi, c'était peut-être absurde quoi. Mais c'était au tour des Français de le remercier.